pourquoi il est important de parler de lesbophobie ? Alors d'abord, parce qu'on fait un anniversaire, on commémore les 10 ans d'existence officielle du mot lesbophobie, qui est entré dans l'édition papier du Petit Robert en 2015. Donc ça fait exactement 10 ans. Seulement en 2015, on peut dire. Et ce, grâce à l'action d'associations lesbiennes et féministes, notamment la Coordination lesbienne en France. La même Coordination lesbienne en France qui date la première utilisation du terme lesbophobie en 1998 dans le rapport détaillé sur la lesbophobie dans le monde qui a été réalisé par l'association Femmes entre elles de Rennes. Il faudrait faire bien sûr une étude philologique plus poussée pour savoir de quand date vraiment la première utilisation en France du terme lesbophobie. Mais pour comparaison, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le terme homophobe d'abord est entré dans le Petit Robert dès 1993 et 1998 pour le terme homophobie, désignant donc la version pour les homosexuels hommes et femmes. Mais d'une part, cette reconnaissance officielle du mot lesbophobie est une reconnaissance qu'on peut qualifier de à demi. Pourquoi ? Parce que le terme est toujours absent des dictionnaires de référence en ligne. Donc référence, je parle du Robert et du Larousse, pour les principaux. Et on sait très bien que plus personne, très peu de gens utilisent encore les dictionnaires papier. Donc cette absence du mot lesbophobie dans les dictionnaires écriantes en ligne. Et d'autre part, on sait aussi que le terme lesbophobie est très peu usité quand même dans le langage courant. Je ne sais pas si vous l'employez vous-même parfois. Mais dans les faits, on ne va pas se mentir, il est surtout employé par les militants, militantes et les associations féministes et LGBTQIA+, pour lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et autres, ou alliés. Ou bien, le terme lesbophobie est surtout employé par les universitaires ou les chercheurs, chercheuses sur les questions de genre et de sexualité. Même dans les instances publiques, qui sont quand même censées promouvoir la lutte contre les discriminations, le terme lesbophobie est rarement, voire jamais employé. Il est toujours, et ça vous le verrez vous remarquerez par la suite, qu'il est uniquement souvent il est fait mention de l'homophobie et non pas de la lesbophobie et de la gayphobie. La lesbophobie n'est pas non plus explicitement mentionnée par la loi, bien qu'elle ait été reconnue comme une circonstance aggravante en cas d'agression. Ça, c'était une victoire assez fondamentale, puisqu'en mai 2021, pour la première fois en France, un homme qui avait agressé très violemment et violé une jeune femme en proférant des menaces explicitement lesbophobes a été condamné pour viol en raison de l'orientation sexuelle. Donc vous voyez, même dans ce cas-là, il n'est pas fait mention de la lesbophobie. Alors, du coup, l'objectif de mon intervention auprès de vous, c'était de définir dans un premier temps le concept de lesbophobie, mais aussi de montrer l'importance de l'employer et d'en faire usage. Et non pas seulement dans un sens militant, mais déjà simplement comme on utilise un mot du vocabulaire pour désigner précisément l'élément auquel on fait référence, l'élément du réel auquel on fait référence. C'est appeler un chat en somme. Et dire homophobie à la place de lesbophobie, c'est un peu comme dire mammifère pour chien ou chat, vous voyez. Autrement dit, c'est sans égard à la singularité de ce qu'on veut désigner, et du coup, en quelque sorte, c'est nier l'existence du chien ou du chat. Ça m'a fait penser au mot couverture, parce que du coup, avec la période, j'ai relu 1984 d'Orwell, et donc il parle de mots couverture, ces mots qui permettent de recouvrir tout un ensemble d'autres mots. Donc dans un appauvrissement volontaire du langage. Donc voilà, petite transition, il est d'autant plus nécessaire d'utiliser et de défendre ce terme que 200 mots aux États-Unis sont désormais interdits. La liste a été publiée dans le New York Times il y a 4 jours. Donc je vous les cite pas tous, il y en a 200, mais diversité, discrimination, égalité, féminisme, LGBT, santé mentale, minorité, etc. Tout ce qui est relatif à la lutte, qui permet de formuler et de lutter contre les inégalités sociales. Donc voilà. Autre argument de poids. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis, puisqu'en France, très récemment, en février, le mot transphobie a été supprimé sans justification du programme officiel d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc ça concerne les profs. Et ce programme est pourtant destiné, bien sûr, à prévenir les discriminations, à lutter contre les violences et le harcèlement. Donc vous voyez que cette suppression, c'est quand même un énorme paradoxe dans ce programme. Alors, venons-en au fait, de quoi parle-t-on quand on parle de lesbophobie ? Eh bien, la définition qui est généralement donnée du terme est assez insatisfaisante, voire elle peut induire en erreur. Alors, c'est assez connu, mais il faut quand même le préciser. Par exemple, la définition d'Amnesty International est attitude ou manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers des personnes lesbiennes.
Celle du site internaute.fr, donc ce sont des dictionnaires qu'on va consulter comme ça en ligne, c'est cultiver une aversion, alors déjà cultiver c'est étrange, mais une peur maladive de l'homosexualité uniquement féminine, une attitude particulièrement hostile d'un individu à l'encontre des lesbiennes. Alors, on voit quelques problèmes dans ces définitions. Elle rapporte la lesbophobie, premièrement, à une attitude d'ordre individuel. Deuxièmement, à des sentiments, donc hostilité, mépris, haine, peur. Et troisièmement, à une pathologie, donc c'est le suffixe de phobie, un rejet compulsif auquel on ne peut rien. Ce serait comme avoir une peur panique des lesbiennes, comme vous avez une peur des coins de table, des araignées, donc ça ne doit pas être extrêmement fréquent, cette peur pathologique. Le problème majeur, en dehors du fait que c'est la personne lesbienne qui fait peur et la personne lesbophobe qui souffre, parce que c'est une phobie, le problème majeur, c'est que cette perspective occulte complètement l'aspect social, bien sûr, ou l'aspect systémique du phénomène de lesbophobie, qui, bien sûr, s'il se manifeste à une échelle individuelle, relève bien évidemment plus fondamentalement d'une organisation sociale hétérosexiste, on définira le terme. C'est pourquoi on pourrait, alors aux États-Unis par exemple, il a été avancé qu'on pourrait préférer l'usage du terme lesbicisme, ça fait encore plus mot jargon, mais de la même façon qu'on utilise les mots sexisme, classisme, racisme, etc., le suffixe en X évoquant une doctrine, une idéologie, un système de croyance. Aux États-Unis, par exemple, selon un article du journaliste John Sherman, traduit par Aude Loriot, on est passé dans l'histoire des termes de négrophobie à racisme. Donc on voit bien que ça pourrait être le même processus. Donc on pourrait définir la lesbophobie, une définition qu'on avance avec l'association SOS Homophobie, comme une forme de stigmatisation sociale à l'égard des femmes lesbiennes ou des femmes considérées comme lesbiennes. Quand je dis femmes, je parle des femmes cisgenres et transgenres. Et cette lesbophobie se traduit par des stéréotypes négatifs, superbement analysés par Stéphanie Arc, dans le livre que j'ai écrit en 2006 et qui est ressorti l'année dernière. Complètement réécrit, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'en 20 ans, les choses ont un petit peu changé, et moi aussi. Donc, cette lesbophobie se traduit par des stéréotypes négatifs, comme un peu les stéréotypes de genre, des agressions verbales, des insultes, des menaces, des moqueries, des agressions physiques, coups, blessures, viols, meurtres, et de la violence psychologique. Et elle se manifeste aussi par des discriminations directes et indirectes, comme des refus de service, des refus de RTT au travail, etc. Et elle concerne tous les domaines de la vie, de l'espace public jusqu'à la santé, en passant par la famille, les amis, le travail, le voisinage, etc. J'emprunte ici la notion de stigmatisation au sociologue américain Erwin Goffman, dans son essai « Stigmate, les usages sociaux du handicap », qui définit donc stigmate comme tout attribut social dévalorisant, qu'il soit corporel ou non, comme être handicapé, homosexuel, juif, etc. Le stigmate n'est pas un attribut en soi de la personne, il se définit dans le regard d'autrui, c'est relationnel, donc, et il renvoie toujours à l'écart à une norme, à la norme. Voilà. C'était donc mon introduction. Premier point, un paradoxe d'abord, c'est que la lesbophobie, on peut dire qu'elle est aussi peu nommée qu'elle est fréquente. Il y a vraiment un décalage flagrant entre le peu d'usage qui est fait de ce terme, dans le langage courant en particulier, et le fait que la lesbophobie, c'est une expérience majoritaire, quasiment incontournable dans la vie des femmes lesbiennes. Vraiment, c'est une expérience massive, je pense. Le coming out, on pense souvent au coming out, c'est effectivement un passage qui peut susciter des réactions d'hostilité de la part des proches, de rejet. Et à chaque fois qu'on refait son coming out, parce qu'il faut vraiment bien préciser qu'on ne fait pas son coming out une fois auprès de sa famille, mais à chaque fois qu'on change de travail, quand on rencontre des gens, etc., tout au long de sa vie. Donc ça, c'est un moment qui peut être un peu compliqué, mais c'est pas le seul. Il faut savoir qu'il n'existe toujours pas d'enquête quantitative à l'échelle nationale qui permette d'évaluer la fréquence de la lesbophobie dans la vie des personnes. Donc ça, on espère que ça changera. Mais c'est pour ça qu'au sein de l'association SOS Homophobie, dont j'ai fait partie pendant une dizaine d'années, il y a quelques années déjà, mais voilà, on avait mené 2 enquêtes sur la lesbophobie que vous pouvez trouver gratuitement en ligne.
une première enquête en 2008 et une deuxième en 2015. La première avait permis d'établir, sur 1794 répondantes, il y avait 63% de femmes qui avaient connu un épisode lesbophobe au moins au cours de leur vie. Donc ça fait, 60%, c'est énorme. Et dans la deuxième enquête en 2015, c'est à peu près pareil, c'est 60% des 7126 répondantes, donc c'était quand même une assez grosse enquête, qui avaient connu un acte lesbophobe, cette fois au cours des 2 années précédant l'enquête. 13% déclaraient y avoir été confrontés régulièrement. Donc c'est pas non plus une expérience qu'on fait une fois. L'espace public, c'était le premier contexte d'hostilité, puisque 45% des violences s'y déroulaient. Bon, la famille et le travail sont aussi des contextes compliqués. Et plus récemment, l'enquête Voilà, donc c'est 2021-2022, menée par l'association L'Autre Cercle, a permis, auprès de 1000 personnes, de 1000 femmes lesbiennes, a permis de montrer que 41% des femmes lesbiennes ont déjà été victimes de discrimination au travail. Donc vous voyez, c'est quand même, voilà, ça prouve que c'est une expérience quand même assez... On peut être certaine que toutes les lesbiennes y sont confrontées, soit à titre individuel, soit à titre collectif, en tant que minorité sociale. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais vous vous souvenez tout à fait qu'entre 2012 et 2020, les manifestations de la Manif pour tous ont été vraiment extrêmement difficiles pour les personnes LGBT qui voyaient des personnes se défendre, manifester contre leurs propres droits, quoi. Donc c'était quand même d'une grande violence. Alors c'est vrai qu'on a constaté ces dernières années des avancées considérables en termes d'égalité des droits. Je ne vais pas non plus refaire toute l'histoire, mais le PACS en 99, le mariage pour tous en 2013, la PMA pour les femmes célibataires et lesbiennes en 2021, pour les couples de femmes lesbiennes. Les mentalités ont énormément évolué. La dernière enquête sur la sexualité des Français qui vient de sortir, qui est vraiment très intéressante, montre que les jeunes femmes vivent de plus en plus fréquemment une sexualité lesbienne, etc. Et évidemment, il y a aussi un certain nombre de personnalités publiques qui ont fait leur coming out récemment. Donc tout ça, c'est les podcasts, les publications ces dernières années, c'était... Mais malheureusement, moi je suis plutôt du style un peu pessimiste. On sait très bien que le backlash peut arriver avec les prochaines élections, par exemple. Et ça arrive aux États-Unis. En Europe, la Hongrie, c'est compliqué. L'Italie, il y a énormément de... Il y a quand même des partis d'extrême droite qui sont quand même explicitement contre les droits et on peut revenir en arrière. Voilà, donc c'est important d'utiliser ce terme. La deuxième raison pour laquelle il est important d'utiliser le terme lesbophobie, c'est que c'est un phénomène spécifique, comme la gayphobie, la transphobie, la biphobie. Ce qui se passe, c'est qu'on tient généralement l'homophobie pour un phénomène général, c'est-à-dire qui vise indistinctement les gays et les lesbiennes. Autrement dit, ce qu'il faut préciser, c'est que la lesbophobie et la gayphobie diffèrent parce qu'elles visent, bien sûr, d'un côté les femmes et de l'autre côté les hommes. Et la spécificité de la lesbophobie tient à la manière dont est perçu socialement le fait d'être une femme homosexuelle. Une femme homosexuelle, elle subvertit les normes de genre en éprouvant du désir pour une femme et pas pour un homme. Et pour la norme hétérosexiste que Trump nous a assénée à nouveau, il existe 2 sexes et 2 seulement, hommes et femmes. Il y a une seule sexualité. Ces 2 sexes sont hiérarchisés. Et une femme, c'est une personne qui est dotée, on l'a vu, des attributs sexuels biologiques féminins, d'identité de genre et d'expression de genre féminine. C'est expression de genre, c'est la manière dont vous vous habillez, etc. Et qui éprouve du désir pour les hommes. C'est ça une femme dans l'idéologie hétérosexiste. Alors je vais prendre l'exemple de quelques idées reçues pour montrer que c'est spécifique, les idées reçues. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Certaines idées reçues ne visent que les lesbiennes. Entre femmes, ce n'est pas du sexe, ou ce n'est pas vraiment du sexe. Les lesbiennes font fantasmer les hommes. Une autre idée reçue. C'est un choix féministe, où elles n'ont pas trouvé le bon mec et c'est pour ça qu'elles sont lesbiennes. Donc tout ça, je les analyse chapitre par chapitre dans ce livre. Elles ont été agressées sexuellement. Vous voyez bien que c'est des idées reçues qui ne s'appliquent pas aux gays. A contrario, certaines idées ne concernent que les gays. Par exemple, les gays ont une sexualité débridée. Donc c'est le pendant du... Ils sont exubérants. Ce sont des idées reçues, attention, je précise que c'est pas moi qui le... Ils ont le sida. Ils sont infidèles. Ils sont pédophiles. Vous voyez, autant de... On voit très bien que dans une société genrée, les préjugés sur les gays et sur les lesbiennes diffèrent. Une objection, vous pourrez me dire, il y a quand même quelques idées qui visent l'homosexualité en général, donc qui sont communes aux gays et aux lesbiennes, comme l'homosexualité, c'est contre nature. Dans la Manif pour tous, c'est souvent ce qu'on a entendu. Mais ce qui est considéré comme naturel ou non naturel n'est pas identique, on le sait, pour un homme et pour une femme. L'objection numéro 2.
qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire que ce qu'il y a de commun entre la gayphobie et la lesbophobie, c'est qu'elles visent toutes les deux. Ce qu'elles visent, c'est que, ceux et celles qu'elles visent, c'est ceux qui subvertissent les normes de genre. Mais, encore une fois, subvertir les normes de genre quand on est socialement une femme et quand on est socialement un homme, ce n'est pas équivalent. Voyez ? Donc, afin de faire reconnaître le fait que la lesbophobie est spécifique, des militantes ont formulé une définition intersectionnelle du concept. Elles ont défini la lesbophobie comme une conjonction ou une combinaison d'homophobie et de sexisme. Pour bien mettre en valeur le fait que la lesbophobie est spécifique, elles l'ont défini un peu de cette façon-là, lesbophobie égale homophobie plus sexisme. Voilà. Donc, elles voulaient souligner cette double discrimination. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, il y a de petits problèmes dans cette formulation. Elle emploie le mot homophobie comme synonyme de gayphobie. Donc, et en gros, j'ai écrit deux articles là-dessus. Donc, si vous êtes dans Nouvelles questions féministes sur cette question spécifiquement de lesbophobie égale homophobie plus sexisme, donc si vous souhaitez connaître un petit peu plus de. Donc, la troisième raison, je passe à la troisième raison parce que la petite musique est arrivée. La troisième raison d'utiliser le terme lesbophobie, et c'est pas une raison mineure, c'est qu'on le sait, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Avec le développement du langage inclusif, on en a bien pris conscience aujourd'hui que nos habitudes de langage invisibilisent les femmes, et plus encore, évidemment, les lesbiennes. Ainsi, très souvent, quand on utilise le mot lesbophobie, on masque le phénomène de la lesbophobie, ce que j'ai dit. Ainsi, en utilisant le mot homophobie, on masque le phénomène de la lesbophobie. D'autant que le mot homophobie désigne souvent dans les esprits uniquement les gays. Souvent, le terme homophobie est synonyme de gayphobie dans les esprits. Par exemple, sur le site du gouvernement, on trouve « Le 17 mai est une journée de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie ». Donc, nommer un phénomène permet de le visibiliser et au contraire, ne pas le nommer revient à nier son existence. C'est d'autant plus important d'utiliser ce terme lesbophobie que l'invisibilisation des relations sexuelles entre femmes, relations sexuelles et amoureuses entre femmes, c'est la caractéristique majeure de la lesbophobie. La caractéristique majeure de la lesbophobie, ce qui a été montré par des historiennes, c'est ce rejet, cet effacement, et ce silence sur les relations amoureuses entre femmes. Elles sont passées sous silence, niées ou considérées comme sans importance. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote avec la reine Victoria en Angleterre. En 1861, quand on s'interrogeait sur la nécessité de punir les rapports sexuels entre femmes, la reine Victoria aurait répondu « Pourquoi sanctionner les rapports entre femmes ? De telles relations n'existent pas ». Donc ça, c'est vraiment l'anecdote qui est extrêmement révélatrice. Ce qu'on a sanctionné, en revanche, c'est dans la loi, souvent c'était l'usurpation par les femmes de l'habit masculin. Parce que le port du pantalon, donc, qui était interdit en France jusqu'à tard, dans la loi en tout cas, c'est l'usurpation des privilèges aussi masculins. Mais que nenni de l'homosexualité féminine. Alors, en témoigne dans la littérature ou l'histoire telle qu'on les enseigne, souvent, on a parlé d'Orlando tout à l'heure, quand on parle d'Orlando, de Virginia Woolf, quand on l'enseigne à l'école, on oublie souvent que Orlando, c'est une biographie de son amante, Vita Sackville-West. C'est vraiment, elle était en photo, Vita Sackville-West en photo de l'édition originale, habillée en page. Bon. Par exemple, autre exemple, le film Monuments Men sur Rose Valland, donc historienne de l'art et résistante française durant la Seconde Guerre mondiale, qui a préservé des tas d'œuvres d'art de la destruction par les nazis. Et il ne fait pas du tout mention, le film Monuments Men, de sa relation de plus de 20 ans avec la Britannique Joyce. Il y a des tas d'exemples comme ça. Donc, pour conclure, vous voyez bien, toutes ces raisons sont importantes. Pour conclure, parce que dire c'est faire, et nier le terme, donc c'est nier le phénomène, le langage est pragmatique, performatif, il peut créer du lien social, normaliser des situations. Les mots qu'on choisit sont politiques parce qu'ils reflètent notre capacité à penser le monde. Et donc s'opposer à l'effacement des termes, s'y opposer, les utiliser, c'est défendre la pensée et nos libertés fondamentales. Et je voudrais terminer sur l'idée qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est fondamental de se sentir concerné par les discriminations envers toutes les minorités. Un autre terme supprimé par l'administration Trump, c'est allyship. Donc c'est le fait d'être un allié, le fait de soutenir les minorités discriminées, bien qu'on ne fasse pas partie de cette minorité soi-même. Et notamment en respectant les choix de vocabulaire des personnes concernées. Donc le langage, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, je voudrais terminer par un soutien à la communauté trans, notamment aux États-Unis. Boston vient de se déclarer juste à l'instant ville refuge. Voilà, ce que subissent ces personnes là-bas, c'est assez terrible. Et je voudrais terminer par cette citation. Je ne sais pas, vous la connaisserez sans doute, mais en ces temps, elle est importante.
Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Voilà, c'est Martin Niemöller, qui est un pasteur protestant qui vivait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il faut être solidaire des minorités. Merci beaucoup.